impatients, vous voulez tous savoir comment ça s'est passé, pourquoi vous n'avez pas encore d'informations. Bah écoutez, on a des circonstances atténuantes, hein. On a bossé toute la journée ce vendredi 3 février à la 17e chambre, et nous ne sommes sortis qu'à 23 heures. Donc le ventre vide et tout, on a quand même été accueillis notre quartier général, on est tous sortis à 3 ou 4 heures du matin, et on n'a pas beaucoup dormi. Donc bah écoutez, on va tout vous dire. Bah d'abord, un grand merci à tous ceux qui se sont déplacés, parce que la salle était une salle riposte laïque. Vous étiez au total entre 150 et 170 à avoir fait le déplacement dans la journée. Pour certains venus de très loin, on sait qu'il y en a qui se sont levés à 3 heures du matin, qui sont partis de Toulouse, de Metz, d'Aix, de Nancy. Bon, on ne va pas les faire tous parce qu'on va en oublier. On avait même une Australienne qui était présente. Merci aussi à nos amis suisses qui n'ont pas hésité à venir de leur belle montagne pour nous apporter leur soutien. Merci aussi à notre service d'ordre pour sa présence ô combien rassurante dans des périodes parfois un petit peu difficiles. Alors, il y en a qui n'ont pas eu de chance, c'est-à-dire que la salle fait à peu près 130 places. Il y en a qui sont restés dehors, qui n'ont pu rentrer qu'à 3 heures, certains à 5 heures. Et vraiment, par rapport à l'élan, par rapport à la solidarité qu'on a sentie, vraiment merci à tous, extraordinaire. On s'est retrouvés quand même à 23h30, on était encore 70 à finir la nuit ensemble. Message de chaleur, de sympathie, d'encouragement, de solidarité. Bon, merci à tous. Mais vous n'avez pas envie de m'entendre simplement pour dire merci. Vous voulez savoir comment ça s'est passé? Écoutez, on va essayer de tout vous dire, hein. J'ai d'abord été le premier cuisiné par le président, alors assez longuement, hein, je dois le dire, sur les 2 textes qui étaient incriminés, mais notamment sur le premier. Alors, est-ce que je fais une différence entre musulmans, immigration, délinquance, islam? Est-ce que j'appellerai pas à la haine contre les musulmans? Quand je dis c'est eux et nous, reprenons Mélenchon, c'est qui eux? Bon, j'ai essayé de convaincre le président et en même temps le tribunal que je faisais un lien effectivement, que pour moi le problème était les islamistes. J'ai fait la différence entre les islamistes qui pour moi font passer la loi de la charia avant la loi de la République et les musulmans qui pour moi préfèrent les lois de la République aux lois de la charia. J'ai expliqué donc que le « eux » c'était les islamistes, comme c'était écrit, et par ailleurs, j'ai expliqué que bien évidemment, ça avait un rapport avec l'immigration, puisque plus il y avait d'immigration, plus il y avait de musulmans, et plus il y avait de musulmans, plus il y avait d'islamistes, même si tous les musulmans n'étaient pas des islamistes. J'ai essayé d'être convaincant, je n'en sais rien si j'ai réussi, en tout cas j'ai vu que j'avais convaincu la salle, mais c'était peut-être pas le plus difficile. Ensuite, Pascal est passé, Pascal avec son identité, son histoire et tout, a beaucoup marqué les esprits. Il a été parfois très émouvant dans ses déclarations d'attachement à l'amour de la France, au choix qu'il a fait. Bon, nous avons été un petit peu cuisinés par les antiracistes, mais tout à fait entre nous, ça n'a pas été trop difficile à régler le problème. Donc ensuite, nous avons eu les témoins, parce que c'est très très long, hein. Nous avions 7 témoins, et au dernier moment, les pseudo-antiracistes, parce que j'ai du mal à dire antiracistes, hein, donc les prétendus antiracistes ont présenté leurs 3 leurres. Il y avait un panachage. Alors j'ai envie de dire, mes amis, quelle différence! Quelle différence entre nos 7 témoins, entre Oscar, entre Bernard, entre Anne, Myriam, Stéphane, Ahmed et René qui a fini et qui a fait un véritable tabac, entre l'émotion qu'ils ont amenée, la qualité de leur discours, comment chacun a amené un éclairage différent sur la réalité de l'islam, et 3 espèces de froid universitaire que la défense nous a présenté. On a commencé par le professeur, mais c'est pareil, il faut l'appeler comme ça, le professeur Bobéro, qui donc nous a expliqué que la laïcité, c'était la liberté religieuse. C'est marrant, les anglo-saxons disent exactement la même chose. Pour nous, c'était la séparation du religieux du politique, hein, mais lui, il ne voit pas ça comme ça. Il nous a expliqué d'autre part que riposte laïque, c'était pas bien. Bon, pas de problème, parce que riposte laïque, ça reprenait des textes et tout qui lui rappelaient quand même les écrits antisémites des années 30-40. Donc riposte laïque, c'était pas laïque, d'accord? Merci professeur, au suivant. Donc après, on a eu Liogier. Alors petit homme, bon, dynamique, jeune, cheveux longs, look un petit peu bobo, vraiment bobo moderne, dynamique et tout.
Bon, bah, Liogier, il nous a dit, bah, moi j'habite Aix, j'habite à côté de Marseille, moi il n'y a pas de problème, cool zen, tout le monde y s'aime. Et puis, bah, il avait oublié de lire les textes, il s'en rappelait plus, mais riposte laïque, c'est pas bien quand même, hein, parce que riposte laïque, c'est pas laïque, ça attise la haine, c'est pas bien. Bon, d'accord. Puis après, on a eu Delphi, alors Christine Delphi, inaudible, très franchement inaudible, je suis incapable. Je ne sais pas combien de temps elle a parlé, je suis incapable de vous citer une chose qu'elle a pu prononcer. J'en sais rien, et manifestement, personne n'avait envie qu'elle reste trop longtemps. Hein, notre avocat a choisi de ne pas lui poser de questions, et les avocats de la défense se sont dit, bon, on va peut-être pas insister trop, allez. Donc, bon, donc les 10 témoins sont intervenus, alors après on a eu une intervention surprise. On a eu la voilée de service. Alors la voilée de service, c'était quand même assez étonnant parce que les femmes qui sont rentrées dans le tribunal l'ont constaté avec surprise, mais ça fait partie des traditions, pas de contestation, ils ont constaté avec surprise qu'on leur demandait de retirer tout ce qu'elles avaient sur la tête. Il faisait froid, un chapeau, un couvre-chef et tout, non, respect du tribunal, il faut retirer. Mais on a constaté que la voilée, personne ne lui a demandé de retirer son voile. On a demandé aux policiers comment ça se faisait, ils nous ont dit « oh là là, non, on ne veut pas de problème et tout ». Donc, on a eu le droit au témoignage de la voilée. Alors, c'était très curieux parce qu'on nous demandait de nous rester sur les deux textes. Elle nous a parlé de tout sauf des deux textes. Elle nous a parlé de Srebrenica, du génocide, on avait tué des musulmans. Elle nous a raconté qu'en France c'était abominable, mais que tous les jours il y avait une dizaine de femmes voilées qui se faisaient arracher son voile par des méchants français. Elle nous a raconté les discriminations abominables que subissaient les paisibles musulmans dans un pays où la haine montait. Bon, très bien. Elle nous a raconté qu'elle avait été insultée, agressée par des partisans de riposte laïque, que c'était vraiment très grave, révélateur, que les textes de riposte laïque attisaient la haine. Ah bon, nous, ce qu'on a constaté dehors, c'est quand même que son comité de soutien à elle, il y avait une dizaine ou une quinzaine de jeunes personnes plutôt agressifs, loups racailles, qui se sont permis de traiter de porc notre responsable de service d'ordre et de traiter de salope un groupe de femmes qui assistaient au procès et qui avaient le malheur d'être habillées en jupe et pas habillées selon la conformité musulmane. Donc, étonnant, inversion totale, inversion victimaire, les agresseurs sont les victimes et les victimes deviennent les méchants. Bon, naturellement, après, une fois tout ça, nous avons eu, Pascal et moi, la possibilité de réintervenir une deuxième fois. Ça nous a permis quand même de recadrer des choses parce que nous constations quand même que nos propos étaient systématiquement déformés. Et après, nous avons donc eu les plaidoiries des avocats, des associations dites antiracistes. Alors, une surprise quand même de dernière minute, c'est que nous savions déjà que nous en avions 4, et sans doute pour partager le butin, une cinquième c'était joint, c'était SOS Racisme. Après tout, on était un peu frustrés qu'il ne soit pas là, autant qu'il profite de la fête. Donc on a eu les plaidoiries des avocats autour de l'inévitable Tubiana, dont on savait bien que ça pouvait être que lui qui allait plaider pour la Ligue des droits de l'homme. Alors c'est très curieux parce que Tubiana est quand même une personne imposante, je ne vais pas en dire plus, mais imposante, âgée quand même par rapport aux petits jeunes, et on sentait qu'il y avait un petit rapport, l'ancien qui pilotait les jeunes, tout le monde lui laissait poser les questions en premier, il y avait une espèce de rapport de soumission à Tubiana, c'était lui le boss, quoi, c'était lui le boss des avocats. Bon, bah écoutez, je vais vous résumer les plaidoiries des associations antiracistes. Alors d'abord, je vous promets, ça dure 2 heures, c'est terrible. C'est vraiment terrible parce que vous êtes assis, Pascal et moi on était assis, alors ils sont debout, donc c'est déjà agaçant d'être assis puis de lever la tête pour regarder celui qui vous parle, mais en plus ils se permettent de vous diffamer, de transformer complètement vos propos, de mentir sur ce que vous avez dit en toute impunité. Et c'est terrible parce que vous ne pouvez pas répondre. Alors le résumé de la plaidoirie des antiracistes, parce qu'ils ont à peu près tous dit la même chose. Donc le résumé, si j'ai bien compris, c'est critique de l'islam égale critique des musulmans. On a tout le temps expliqué que non, islam c'est un dogme, musulmans c'est des personnes. Non. Critique de l'islam égale critique des musulmans.
Donc, critique des musulmans égale critique à la personne. C'est un être humain qu'on critique quand même, il a une âme et tout. Donc, critique de l'islam égale critique des musulmans égale critique de la personne. Égale donc incitation à la haine, au moins. Incitation à la discrimination, bah sans doute. Incitation à la violence, bah pourquoi pas. Et tout ça, critique de l'islam égale incitation, bah tout ça, ça rappelle quand même une autre période. Hein. Ça rappelle ce qui se passait pour les juifs dans les années 30. Ah ouais, d'accord. Bon. Donc on retrouve un vent mauvais. Les musulmans du 21e siècle sont les juifs du 20e siècle. Bon, d'accord. Et donc si les musulmans du 21e siècle sont les juifs du 20e siècle, quels sont les nazis du 21e siècle? Riposte laïque, bien évidemment. Donc riposte laïque, nazis du 21e siècle. Bon, c'est un peu dur à entendre quand on a quand même raconté tout à fait le contraire, mais bon, c'est comme ça. On a entendu donc Madame la procureure rajouter un élément, c'est le délit d'intention. Alors c'est quoi le délit d'intention? On n'écrit pas les choses, hein? On écrit qu'on critique l'islam. Mais derrière le fait qu'on écrive qu'on critique l'islam, est-ce qu'il n'y a pas une intention non dite? Est-ce qu'il n'y a pas l'intention de stigmatiser les musulmans? Et donc, à partir du moment où les mots peuvent tuer, est-ce que Pascal Illout et Pierre Cassan ne sont pas coupables d'incitation à la haine raciale et à la violence contre des personnes? Donc, vu la gravité du délit, la procureure demande contre nous 5 000 € d'amende pour Pierre Cassan, 3 000 € d'amende pour Pascal Illout, mais surtout 3 mois de prison avec sursis pour Pierre Cassan, et 2 mois de prison avec sursis pour Pascal Illout. Alors là, j'ai envie de réagir, ça passe pas. Je veux dire, on arrive à 60 piges. On a passé notre vie à nous battre pour la liberté d'expression. On n'a jamais utilisé la violence contre personne. On n'a jamais commis le moindre délit. On a gratté toute notre vie. On a payé nos impôts toute notre vie. On a essayé de se comporter comme des citoyens corrects de la République, dans le respect de nos lois et tout. Et on se fait traiter comme des malfrats. 3 mois de prison avec sursis pour quelqu'un comme moi, ils osent demander ça. 2 mois de prison avec sursis pour quelqu'un comme Pascal Illout. Pascal Illout, le symbole de l'assimilation. Quelqu'un qui a su dire non à un totalitarisme. 2 mois de prison pour un mec comme ça. Alors que les pires islamos sur le territoire français bénéficient d'une impunité totale. Mais on est dans quel monde ? On est dans quel monde, enfin, dans cette France de 2012? Et chose extraordinaire, le nommé Tubiana a quand même, dans cette plaidoirie, sorti 2 perles fabuleuses. Nous avions parmi nos témoins Myriam Picard. Donc pourquoi Myriam Picard attaque les méfaits de l'islam en France? Pourquoi? Parce que c'est une catholique, bien évidemment. Tubiana s'est distingué par une deuxième saillie absolument extraordinaire. Le camarade Tubiana, reprochant à Pierre Cassan d'avoir mobilisé ses troupes dans la salle et tout pour faire pression sur le tribunal et montrer aux associations antiracistes que mais ça ne marchera pas, le sieur Tubiana s'est quand même dit « je vais me permettre un commentaire sur la composition des supporters de Riposte laïque, donc de la salle ». Donc, il a parlé de cette salle en la qualifiant ainsi. Cette salle dont la mixité d'origine n'est pas la qualité première. Alors quand même extraordinaire. Témoin Ahmed Lamala, Bernard Dick, né en Syrie, Anne Zelensky, issue de l'immigration russe, et surtout co-accusé Mohamed Pascal Illout. J'ai bien regardé les 6 avocats des associations antiracistes. Je suis désolé, mais la diversité dont ils se réclament, je ne l'ai pas remarqué. Les 6 avocats des associations antiracistes ne m'ont pas paru d'une mixité d'origine dont c'était la qualité première. Donc, mais voilà, écoutez, c'est du Tubiana dans le texte. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Notre avocat, Maître Joseph Sipiliti, a commencé par montrer le racisme anti-blanc que les associations antiracistes ne condamnaient jamais. Il a su montrer la réalité de l'islam en France, mais aussi dans d'autres pays, et que finalement l'islam était un dogme qui lui paraissait totalitaire, que ce n'était pas qu'une religion. Il a parlé de la liberté d'expression, gravement menacée selon lui par l'attitude des antiracistes. Il a surtout parlé d'un point constitutionnel sur la notion d'incitation à la haine. C'est-à-dire qu'il a expliqué que pour lui, au niveau constitutionnel, il ne voyait pas comment on pouvait mesurer
ce qu'était l'incitation à la haine. L'incitation à la violence, oui. L'incitation à la discrimination, oui. Mais l'incitation à la haine, il nous a dit qu'il ne voyait pas. Et surtout, très intéressant, il a soulevé ce qu'il appelle une privatisation déguisée du parquet. C'est quoi une privatisation déguisée du parquet? C'est que la loi serait que normalement les associations antiracistes, pour déposer plainte, doivent déposer une somme en caution, qui correspond à peu près à 1500 €, ce que nous on doit faire si on dépose plainte, et qu'à partir de là, si la plainte est jugée non recevable, ils perdent les 1500 € et ils peuvent voir se faire attaquer et payer des dommages et intérêts ou des frais de justice. La manière de contourner cette disposition qui était quand même intéressante, qui évitait les recours abusifs dont elles se sont spécialisées, c'est qu'aujourd'hui, c'est la plupart du temps le parquet qui instruit la plainte d'une seule association antiraciste. Autrement dit, une association antiraciste dépose plainte sans prendre le moindre risque financier. Le parquet, la plupart du temps, instruit la plainte. Et une fois que le parquet instruit la plainte, les autres associations antiracistes, évidemment pour profiter du butin de la plainte, se précipitent et se portent partie civile. C'est ce qu'on a constaté cette fois pour la LDH. C'est ce qu'on va constater probablement avec la plainte du MRAP contre notre ami Jacques Filarkheim et l'écrivain Renaud Camus suite aux assises sur l'islamisation, où un an après il porte plainte. Autrement dit, c'est gagnant-gagnant pour les associations antiracistes, aucun risque et on passe à la caisse avec l'aval du parquet. Ça mériterait quand même au niveau constitutionnalité une véritable réflexion. Je dois dire que j'ai été impressionné par le président du tribunal, qui a vraiment su, avec beaucoup de bonhomie, beaucoup d'humanisme, même s'il m'a posé personnellement des questions très pertinentes et qui m'a mis sur le grill pendant de longues minutes, mais ça fait partie de son travail, mener les débats, et pour le respect qu'il a eu pour l'ensemble, pour Pascal et moi, mais aussi pour l'ensemble des témoins. Alors, ce verdict, j'ai envie de dire que si c'était un match de boxe où vous avez un observateur extérieur qui regarde les choses, qui pèse les arguments des uns et des autres, très franchement, et je ne dis pas ça en ayant le cœur à fond, mais il n'y avait pas photo, j'ai envie de dire, entre les arguments, la qualité des interventions, ce qu'on a mis sur la table, le cœur qu'on a mis dans nos interventions, et que les discours de haine, de menaces, d'intolérance des antiracistes et la médiocrité de leurs témoins, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo, on gagne les 10 rounds et on nous lève le bras. Bon, sauf que c'est pas comme ça, la justice, ça se passe pas comme ça, et le verdict sera rendu le 23 mars. Malgré tout, il faut quand même que vous sachiez les enjeux, ils sont énormes. On a fait le calcul, tout compris, si leur demande était prise en compte par le tribunal, c'est rien de moins que 150 000 € qu'on se prendrait de dommages et intérêts. Je ne triche pas, 150 000 €. Je vais vous expliquer. Alors, à tout seigneur, tout honneur, Tubiana et la Ligue des droits de l'homme, qui a déposé plainte, estiment sans doute que c'est eux qui ont le droit à plus. Alors, Tubiana, donc Ligue des droits de l'homme, 10 000 € de dommages et intérêts chacun, pour Pascal et moi, plus 2 000 € d'amende chacun, plus parution de notre condamnation dans 3 quotidiens nationaux, plus parution de notre condamnation dans 3 quotidiens régionaux, plus, parce qu'il faut que les lecteurs de Riposte Laïque en profitent, affichage de la condamnation de Riposte Laïque en une du site pendant 6 mois. Allons-y, pourquoi pas pendant 15 ans. Donc, ça, c'est la LDH. SOS Racisme, donc, qui a sauté dans le train au dernier moment, dans le genre, il y a un butin à prendre, on y va. Donc, eux, ils sont plus gentils. SOS Racisme, seulement 5 000 € de dommages et intérêts chacun pour Pascal et moi. Plus 2 500 € de frais d'avocat. Pourtant, les avocats nous ont raconté qu'ils étaient bénévoles. Mais bon, même s'ils sont bénévoles, ils ont sans doute des frais. Donc, 2 500 € de frais d'avocat chacun. Plus parution dans 3 journaux ou des sites. Alors eux, c'est des journaux, ils sont un peu moins méchants, effectivement, que la LDH. Mais 3 parutions dans 3 journaux. Alors la LICRA, encore plus tolérante, 5 000 € solidairement. C'est-à-dire, c'est Pascal et moi, plus 2 500 € de frais d'avocat. Alors là aussi, la LICRA nous a fait un numéro extraordinaire en expliquant pourquoi fallait nous condamner et pourquoi fallait qu'on paye des dommages et intérêts. C'est que la LICRA était pauvre et qu'elle avait un service juridique qu'il fallait alimenter, même si les avocats étaient bénévoles. Ça coûte de l'argent tout ça, donc Monsieur le Président, il faut les condamner.
Et je dois vous dire que nos travaux ont quand même fait du petit bois, parce que là, ça faisait fort. À notre connaissance, le CCIF avait demandé donc 10 000 € de dommages et intérêts chacun, et nous n'avons pas encore la demande du MRAP. J'ose espérer que le MRAP sera à la hauteur de ses brillants confrères. Donc quand vous faites le calcul entre tout ce qui nous est demandé, les frais de publication dans les différents journaux, je crois sans exagérer qu'on peut dire que c'est 150 000 € de dommages et intérêts que sans vergogne, les associations dites antiracistes, par ailleurs largement subventionnées par nos impôts, demandent à Riposte Laïque. Je crois que les choses sont claires. Ces gens-là, tout l'après-midi, nous ont expliqué qu'ils étaient bien évidemment pour la liberté d'expression. Ils sont pour la liberté d'expression de tout le monde, sauf Riposte Laïque. Je crois que le message est clair. Riposte Laïque qui les dérange, qui les exaspère, doit disparaître. Le plus tôt sera le mieux. Et si le 23 mars, nous sommes condamnés aux sommes qui sont demandées, il est bien évident que non seulement Riposte Laïque disparaît, mais que Pascal Illout et moi-même devrons prendre sur nos deniers personnels pour payer de tels dommages et intérêts. Alors, pas de panique. Ne vous précipitez pas sur vos cartes bleues, ne commencez pas à remplir les chèques, parce qu'on va d'abord attendre le 23 mars, et puis en fonction quand même du jugement, parce que ça c'est ce qui est demandé, il est possible que nous soyons acquittés, il est possible que nous ayons une amende qui soit nettement moins importante que les sommes demandées, il est possible que nous n'ayons pas de peine de prison, même avec sursis, il n'empêche que c'est quand même ce que les associations antiracistes ont osé demander contre des gens comme nous, et tout en se réclamant naturellement de la liberté d'expression. Nous avons vu très clairement la conception de la laïcité et la conception de la liberté d'expression des associations antiracistes, très influentes au sein de la gauche, et nous avons vu très clairement le scénario que Christine et moi avons décrit dans La faute du Bobo Jocelyn, à savoir avec l'influence des associations antiracistes. En cas de victoire de la gauche, il est bien évident que la France de Voltaire, la France de la liberté d'expression ne serait plus qu'un lointain souvenir et que plutôt que la France de Voltaire, on se rapprocherait beaucoup plus de la France de Staline. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance. Allez, viens.